Bien, bonjour. Donc on a l'immense plaisir d'accueillir pour commencer cette session e-santé vaccination donc Isabelle Vax-Mouffe qui nous vient tout droit de Genève, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir des représentants de l'Organisation mondiale de la santé. On est vraiment très heureux de l'accueillir sur l'université d'été de la e-santé. Le déroulé va être assez simple. Donc vous allez avoir une keynote de 15 minutes. Donc de l'Organisation mondiale de la santé, une deuxième keynote de 15 minutes donc, de Angus Thompson, et ensuite donc, on enchaînera sur un atelier interactif autour de la e-santé et de la vaccination. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi vaccination, et je donne la parole à Isabelle. Merci. Merci beaucoup Yann pour cette introduction. Donc l'idée de cette keynote, en fait, c'est de vous présenter un panorama aujourd'hui des registres nominaux au niveau global. Donc moi, c'est pas ma spécialité, mais je travaille avec mes collègues en fait sur ce domaine-là. Donc je vais essayer on a travaillé en groupe ensemble pour vous faire un petit peu un état des lieux où on en est, notamment pour avoir un panorama justement mondial. Donc on va avoir cette vue d'ensemble au niveau de l'international. Donc comment cet état des lieux de vaccination informatisée donc en tant qu'outil au niveau territorial qui facilite en fait le suivi des calendriers de vaccination et l'actualisation du dossier de vaccination de chaque personne. Donc ça c'est l'objectif de ce qui est mis en œuvre en fait au sein de l'OMS. Donc pour nous, ce sont des outils en fait qui sont essentiels, qui permettent d'améliorer en fait les performances du programme élargi de vaccination que vous connaissez par le nom PEV, tant en termes de couverture que d'efficacité. Donc c'est très important aussi parce que ça permet d'optimiser en fait les processus de vaccination. Et cela répond aux avancées tant dans les programmes de vaccination que des technologies de l'information, de la communication et de la connectivité, ainsi que les besoins d'information du PEV. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, intégrer et assurer la durabilité en fait, au niveau international, mais aussi au niveau subnational. Et comme on va le voir, c'est effectivement un processus qui n'est pas facile et qui est non plus pas rapide. Donc, derrière ça, c'est un investissement en fait, sur le long terme. Et la partie la plus importante et le défi en fait, qu'on a au niveau de l'international et avec l'ensemble des pays, c'est comment ce système-là va être intégré en fait, au système de santé. Donc, pourquoi donc les registres nominaux sont si importants? Parce qu'ils vont permettre notamment faciliter l'enregistrement en fait, à la naissance. Dans ces systèmes-là, on va trouver la possibilité d'avoir un identifiant unique et donc d'avoir une traçabilité par rapport à l'individu. On va pouvoir aussi suivre le fournisseur en fait, du vaccin, les doses de vaccins qui sont recommandées et puis faire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un suivi au niveau individuel. Donc pour vous faire un panorama, en fait, je vais vous faire un panorama des différents niveaux de mise en œuvre qui ont été actuellement faits, donc au niveau national, pays, au niveau province, district et même au niveau ville. Alors comment ça marche? Donc par exemple, la région où on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'évidence, c'est la région la plus avancée dans ce domaine avec la plus grande expérience, qui est celle de l'Amérique latine. Donc là, nos collègues en fait, de la région d'Amérique latine ont fait un état des lieux sur où on en est par rapport à la mise en œuvre de ces registres nominaux de vaccination. Donc notamment par rapport à ce panorama, c'est l'Uruguay en fait en 1987 qui a commencé avec un système national et centralisé et qui prenait en compte uniquement les enfants d'une certaine tranche d'âge, avec des difficultés, malheureusement, à faire la transition dans un système informatisé. Donc ça, c'était les débuts. On a eu aussi le Mexique en 1991, avec un système offline, mais non national, et qui a été seulement mis en œuvre au niveau des provinces ou territoires. Donc là, le souci, c'était dans ce cas la mise à jour en fait, simultanée de ces systèmes avec l'introduction des nouveaux vaccins qui posaient problème.
Au Mexique, en fait, le système de santé est si fragmenté que ça a été très difficile, notamment de l'intégrer au niveau des assurances maladie. Donc ça, c'est intéressant de voir que chaque pays présente une certaine approche, mais aussi fait face à un certain nombre de difficultés. Ensuite, le Panama, en 2007, donc lui a décidé de mettre un système offline, mais avec une difficulté de maintenir la technologie et les mises à jour nécessaires. Par la suite, le Chili, en 2013, a procédé en fait avec une intégration complète avec le registre civil et un système online. Donc ça, c'était vraiment un système informatisé et une connectivité globale en temps réel qui permet en fait une synchronisation et une compatibilité avec les autres systèmes du ministère de la Santé. Donc, ils ont pu, à travers leur système aussi, avoir un système de rappel très, très avancé, ainsi que l'utilisation pour l'organisation de campagnes de vaccination. Donc, le Chili est vraiment en avance par rapport à la mise en œuvre, en fait, des registres nominaux de vaccination. Alors, je vous ai mentionné aussi qu'on pouvait avoir le cas d'un pays, mais aussi le cas de territoire. Donc ici, la ville, par exemple, de Bogota, en 2015, elle a décidé de mettre un système online aussi très efficace et relié au registre des naissances, pourvu en fait d'un centre d'appel pour couvrir de larges problématiques de santé en fait en même temps. Donc le système a la possibilité de faire le suivi des différentes cohortes de patients et où les personnes vont consulter, donc ceci incluant en fait le secteur privé. Donc on voit que c'est très très intégré. Le gros souci, c'est que dès qu'on va sortir en fait de la ville de Bogota, il n'y aura plus de couverture. Donc on voit la problématique de mettre en place un système et comment on a l'amélioration en fait de cette couverture universelle sanitaire. L'Argentine, elle, on s'est aperçu qu'il y avait que quelques provinces qui ont des registres avec différents niveaux en fait, de qualité. Donc, on n'a pas totalement les mêmes normes et les standards. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces registres sont interopérables. Donc, on a vu l'importance de l'interopérabilité des systèmes. Et donc, il y a un système très efficace d'interface entre les différents registres. Au niveau du Brésil, du Costa Rica, du Guatemala, donc ça, c'est des pays, ils sont en cours en fait de mise en œuvre, mais ils n'ont pas encore cette mise à l'échelle au niveau national. Au Pérou, on a un registre uniquement pour les enfants en dessous de 6 ans, avec un système de bénéfices sociaux. Alors ça, c'est une autre modalité pour la population, qui va favoriser en fait l'enregistrement des patients, qui se fait à travers une application mobile reliée au registre civil et au système de santé. La couverture est très large et les infirmières peuvent même faire l'enregistrement des données dans un cybercafé. Donc ça, c'est assez avancé. Par rapport, donc là, on quitte en fait l'Amérique du Sud. Je vais vous donner un peu un état des lieux sur les autres pays. Concernant par exemple la Chine, on a différentes provinces qui sont couvertes, mais le système n'existe pas à l'échelle nationale. Et on s'est aperçu que quand il y a le cas de migration à l'intérieur en fait, du pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer en fait, d'endroit, les gens doivent s'enregistrer de nouveau, sinon ils ne sont plus couverts. Donc l'enregistrement, par contre, en Chine, et c'est l'avantage parce qu'ils sont très... sur des applications mobiles. Donc, tout se fait par téléphone mobile avec des mises à jour en fait, automatiques ainsi qu'un système de rappel très élaboré. Donc, au niveau de l'Europe, en fait, par rapport aux modèles les plus avancés, on constate la Suède et la Norvège. Récemment, il y a eu une étude de cas très intéressante sur l'Albanie qui a mis en place un système qui s'appelle Optimize. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore parce que la mise à l'échelle n'a pas encore été réalisée.
par la suite, au niveau, par exemple, des îles Pacifiques, il y a l'île, par exemple, de Samoa et les îles des Caraïbes, comme les Grenadines, qui ont décidé d'utiliser aussi cette solution Optimize. Mais par exemple, ça pose des problèmes en termes de législation, puisque ces îles n'ont pas une législation assez forte en termes d'utilisation de solutions e-santé, ce qui empêche en fait le pays d'être propriétaire, par exemple, de ces données. Donc on voit l'importance, quand on va investir dans la mise en œuvre d'un tel projet, d'avoir en place aussi la législation qui correspond. Et donc aussi les politiques en fait, de e-santé qui doivent être déjà en place avant la mise en œuvre. Donc là, on part maintenant par rapport au niveau des États-Unis. On a des registres en fait, différents suivant les États, mais uniquement sur la vaccination et qui ne sont pas intégrés en fait, ici au registre, aux autres registres. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une plateforme d'apprentissage entre eux. Donc, il y a effectivement aussi des systèmes de rappel qui peuvent être faits à la fois par l'État, mais aussi directement par le docteur. Donc là aussi, il y a le phénomène de la mobilité des gens, hein, de la migration aux États-Unis qui est très grande. Et donc, le système va être peu efficace finalement dans son ensemble parce qu'il ne gère pas en fait, les flux de personnes. Donc ça, c'était juste pour vous donner un panorama des différents pays. En termes d'initiatives aussi à l'OMS, il faut savoir qu'une initiative a été mise en place à partir de 2003 concernant le réseau de sécurité des vaccins. Donc ce réseau est très important pour nous parce qu'il nous permet justement de gérer l'information et les recommandations sur les vaccins. Donc aujourd'hui, on a 27 pays qui s'inscrivent en fait à travers ce réseau et qui couvrent en fait les 6 régions de l'OMS, 3 en Afrique, 19 en Amérique, 1 dans la région méditerranéenne, 33 dans la région de l'Europe, 1 en Asie du Sud-Est et 4 dans le Pacifique. Donc l'idée du réseau, c'est d'amener de l'information fiable, compréhensible, et de l'information basée en fait sur les meilleures preuves concernant la sécurité des vaccins. Donc ça, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de considérer à la fois toutes les langues, mais aussi les différents lieux géographiques. Donc aujourd'hui, ce réseau a mis en lien en fait 58 sites web de 28 pays à travers ces 6 régions. Et donc, je vous encourage à aller voir, en fait, à suivre ce projet qui adresse la problématique de l'hésitance en fait, vaccinale et qui permet d'avoir des informations sur la sécurité des vaccins, d'ailleurs dans 16 langues en fait, aujourd'hui. Donc, c'est un progrès assez considérable sur cette avancée. Concernant nos partenaires français, donc il y a un partenariat en fait qui a été réalisé, inauguré récemment avec l'OMS concernant justement le renforcement de ce réseau de sécurité des vaccins qui est mesvaccins.net que vous devez connaître en fait. Et donc c'est une initiative pour nous qui est vraiment importante parce que ça nous permet notamment, on en a parlé hier, de la participation des usagers donc de la santé, de prendre l'utilisateur final en considération. Et donc ça, c'est aussi pour nous très important, donc cette participation citoyenne par rapport au système justement de vaccination. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, parce que vu le temps qui m'est imparti, mais voilà un petit peu voilà, l'état des lieux où on en est aujourd'hui sur les registres nominaux de vaccination. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci beaucoup. Dans les timings, 15 minutes, parfait. Donc je demande au professeur Angus Thompson, qui nous vient tout droit d'Atlanta. Donc on a des gens qui font beaucoup de route pour venir nous voir, on est très heureux. Et donc Angus, voilà. Merci. 15 minutes. Merci, bonjour. Donc
est-ce que vous préférez qu'on fait en français? Je ne suis pas francophone, évidemment. Je ne suis pas à Atlanta. J'ai un poste à cette université, mais je suis basé à Lyon, donc j'ai un petit accent. Est-ce qu'il y a... Are there people who speak English in the audience? Is there anyone who speaks English? So my slides are in English. If there's something you don't get, put your hand up, and I'll try to do it in both languages. That's not a problem for me, okay? No, seriously, it's not a problem. Oh, you guys are... Oh, I didn't even see you. Sorry. Okay, good. Let's go. I didn't know you were there. Where are the slides? C'est ça. Ouais. Je m'en occupe pas, t'inquiète. Ok, laisse. Laisse-le là, ok. Ils sont où? C'est bon? C'est bon. Ouais. Après, quand tu appuies, ça va... Oui. Ok. Donc, j'ai un objectif aujourd'hui qui est de mettre devant vous un défi, une problématique qui est santé publique et qui est pour moi une problématique dans un domaine qui est très passionnant. Donc, je pense dans le e-santé, on est souvent focalisé sur les maladies, les gens malades. Il y a des grands défis dans la santé publique, dans la prévention des maladies. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la vaccination comme problématique, mais une problématique pour laquelle on attend des solutions dans l'atelier qu'on va faire après mon présentation. Donc, ce n'est pas une présentation. Peut-être mon présentation, c'est un peu passif, mais après, on compte sur vous et votre implication et vos idées, vos expériences, etc., de nous aider à trouver des solutions à cette grande problématique globale, mondiale. Donc, pour commencer, juste pour soit sûr, qui dans l'audience a eu la variole? Non, la variole, c'est ça, la maladie. Qui a eu ça? Non, personne. Et le polio? Qui a eu le polio? Personne. Pourquoi? Oui, je sais. C'est un peu trop, hein, mais c'est les vaccins. C'est les vaccins, c'est vrai. Et donc, juste pour commencer à comprendre où on est, les vaccins sont en train de sauver au moins 5 vies par minute. Par contre, il y a à peu près au minimum 1,5 million d'enfants, plutôt les enfants, qui meurent chaque année parce qu'ils ne sont pas protégés par les vaccins. Ça traduit dans j'ai calculé entre 12 et 15 avions chaque jour, des accidents des avions équivalents aux morts parce qu'on n'arrive pas à vacciner des gens, à vacciner des enfants. C'est un grand défi. Il y a 6 millions de personnes, depuis qu'on a commencé le grand programme d'éradication de polio, il y a 6 millions de personnes là qui marchent, qui dansent, qui plaient du sport, qui jouent du sport, un peu de franglais là, parce qu'ils n'ont pas attrapé le polio paralytique. Donc, ils marchent. Mais ils marchent seulement si les gens l'utilisent. Donc, le titre de mon présentation aujourd'hui, c'est de mettre ça un peu en contexte. C'est comment on peut maintenir la confiance dans les programmes de vaccination et plus large, comment est-ce qu'on peut arriver à des taux de couverture, d'avoir des gens vaccinés, soit si c'est une problématique de confiance, soit des autres problématiques, dans un monde qui est hyper connecté, où tout le monde est sur les réseaux sociaux, et dans un monde où on est post-truth. J'ai cherché la traduction de ça en français, je n'ai pas vraiment cherché, je n'ai pas vraiment trouvé, donc je vais vous donner une définition en anglais. Donc Time a dit ça l'année dernière, is truth dead? Ça, c'était le mot de l'année par un des dictionnaires, je ne m'appelle plus lequel, l'année dernière, en 2016. Post-truth, c'est un contexte dans lequel les gens sont plus susceptibles d'accepter un argument basé sur leurs émotions, leurs valeurs, leurs croyances, que sur les faits. C'était dit, en fait, beaucoup mieux pour moi il y a presque 16 ans, presque 12 ans, par le comédien américain Stephen Colbert, qui a dit ce mot qui marche très bien en anglais, je ne sais pas de traduire, truthiness. C'est la vérité qui me va, avec laquelle je sens le mieux. Ça vient de ma tripe et pas les faits. C'est très important parce qu'on voit au monde politique, l'autre côté de l'Atlantique par exemple, que ça rentre dans nos vies politiques, dans nos vies sociaux. Mais ça ne m'étonne pas. Ça fait 10 ans que j'ai travaillé dans les sciences socio-cognitives et ça ne m'étonne pas. Le deuxième point que je voulais mettre dans vos têtes pour notre atelier cet après-midi, c'est la confiance. Donc,
la confiance dans les vaccins, c'est basé sur la confiance. Ça semble assez évident. Mais ce n'est pas que la confiance dans les vaccins. C'est la confiance dans les autorités. Les autorités qui gèrent les programmes de vaccination. Les gouvernements, dans lesquels ces autorités? Les producteurs de vaccins, comme nous, à Sanofi Pasteur, les médecins, le système santé. C'est très important parce qu'on voit dans le monde, ça c'est une grande enquête qui est faite chaque année par Edelman, ça s'appelle un baromètre de confiance, on est le plus bas qu'on n'était jamais. Confiance là dans 4 institutions, les gouvernements, le privé, le secteur privé, les ONG et le média. Et donc on voit de 2017 à 2018 plus en plus de pays qui sont dans un climat de perte de confiance, de mal-confiance, distrust. Défiance, merci. Donc, on sait ça. La deuxième chose que je vais vous laisser avec, c'est si on a une confiance dans un acteur dans la santé publique, c'est notre professionnel de la santé. J'ai fait des études dans une vingtaine de pays. On peut dire que la confiance dans les vaccins en France, c'est un des plus bas du monde. Donc, je suis bien placé là, de travailler sur le sujet. Dans ce pays-là, la puissance d'une recommandation d'un médecin, c'est presque 5 fois plus élevé qu'en Angleterre. C'est dans un contexte où on perd de confiance, cette recommandation d'un médecin, d'un professionnel de la santé, pas que les médecins, c'est plus en plus important. On a vu aussi une évolution de confiance dans les institutions différentes. En fait, depuis l'année dernière, on voit une augmentation de confiance dans les médias traditionnels et une perte de confiance dans les médias sociaux. Donc, ce n'est pas tout négatif. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut penser de confiance si on veut penser de pourquoi les gens mis en question les vaccins et comment on peut répondre à ces questions qu'ils ont. Fake news, c'est... Bon, on a des idées reçues qui circulent sur les réseaux sociaux. Fake news, c'est les... Comment on dit en français? Weaponized idées reçues. Okay? Ils sont faits... C'est construit, c'est fait exprès, c'est ciblé pour vraiment avoir un impact sur la perception des gens. Qu'est-ce qu'on connaît? On a plus en plus d'études qui sortent et ça challenge un peu nos idées reçues sur le sujet. Et c'est important aussi pour nos problématiques aujourd'hui. Le premier, donc une étude aux États-Unis pendant les élections, montre que c'est un tout petit peu de régime de news pour chaque personne. C'est entre 1 et 5% sur le monde. Donc, c'est pas, la plupart de news qu'ils voient, ce n'est pas du fake news. On sait dans une autre étude qui a été faite, ça s'était fait sur Twitter pendant 10 ans, avec 3 millions de rumeurs qui étaient suivies, énormément de gens. On sait, et peut-être c'est évident pour nous, que la vérité, il bouge moins vite et il va moins loin. OK? Ça ne nous étonne pas. Par contre, une autre étude montre que la plupart des gens, ils ne sont pas dans les echo chambers. Bon, quelqu'un peut traduire ça pour moi. On n'est pas dans un monde où on écoute seulement des choses qui sont bien cohérentes avec nos croyances et nos valeurs. On est dans un monde, dans les réseaux sociaux, quand on cherche surtout le news, où on écoute des autres choses, des autres idées aussi. Beaucoup plus que moi j'imaginais. Et la grande question pour nous, c'est cette arme fake news, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il change le comportement des gens? Est-ce qu'il change leurs attitudes? Et on ne sait pas encore. Mais on dépend sur vous de trouver des façons par lesquelles on peut mieux comprendre cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, on veut à la fois penser de comment on peut mieux comprendre la problématique, parce qu'on ne peut pas changer un problème sans bien comprendre, et puis c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place. Juste un exemple de ROR en Angleterre, juste pour vous montrer qu'en fait, les idées reçues qui circulent peuvent avoir un impact sur la santé publique, peuvent avoir un impact sur les épidémies, peuvent avoir un impact sur les vies des gens. Donc ça, c'est un exemple de ROR en Angleterre, assez classique. Je peux faire la même chose en France avec des exemples, mais je n'ai pas le slide. Donc on a dans la ligne verte, c'est le taux de couverture avec le rougeole. Le rougeole, c'est le virus
à peu près la plus infectieuse qu'on connaît. Si quelqu'un rentre dans cette chambre, dans cette salle avec le virus et on n'était pas protégés, nous tous, une grande partie du monde aurait dû attraper. C'est un virus, on a besoin d'un très haut niveau de couverture. Quand ça baisse, on a des gens qui ne sont pas protégés, le virus trouve une façon de circuler et on a des infections et on a des épidémies. On a eu ça en orange, on a eu des épidémies en Angleterre. Ça a diffusé beaucoup plus large que l'Angleterre depuis, ça continue à tenir. Il y a 2-3 principes là que je veux que vous retenez. Le premier, c'est souvent, il y a une perte de confiance avant ce type de problématique par rapport aux vaccins. En Angleterre, c'était par rapport à la crise vache folle. Les autorités n'ont pas très bien géré. On avait déjà un grand manque de perte de confiance dans le grand public. Et donc, ce n'est pas étonnant que cette rumeur a eu un peu de traction, un peu de... comment dire, traction. Ça a pris dans la population, dans les têtes des gens, parce qu'ils étaient déjà sensibilisés. C'était aussi une très bonne rumeur, parce que ça parle d'une maladie pour laquelle c'est idiopathique. On ne sait pas qui est derrière cette maladie, qui est les causes. On ne comprend pas très bien. Donc, il a bien construit une rumeur et ça a bien pris dans la population et donc c'est allé plus large. Donc, il y a quelques principes là, il faut garder en tête pour notre atelier plus tard. Un point, donc on entend souvent, oui, c'est les anti-vaccinaux qui font les idées reçues qui circulent sur les réseaux sociaux et les gens ne vaccinent pas. Dans les pays où on regarde, donc les pays plutôt en Europe, Australie, États-Unis, c'est là qu'on a les données. C'est le pourcentage de population qui refuse les vaccins pour leurs enfants, c'est très bas, c'est 1%, peut-être 2%. Et en fait, si on regarde avec plus de détails, c'est souvent des autres raisons. La plupart des gens, ils acceptent. C'est très important. On est aussi sur comment on peut consolider cette confiance, cette norme sociale dans les vaccins. Et c'est ces gens dans le verre entre les deux, là, qui ont des questions, les hésitants. Ils peuvent en avoir des questions, mais ils peuvent se vacciner. Ils peuvent peut-être décider de faire un petit délai avec un vaccin. Ils peuvent décider de refuser un vaccin, mais faire les autres. Mais tout ça accumule dans la population, ça accumule, et ça a mis une population à risque des épidémies. Et c'est très important de garder ça en tête. La deuxième chose, et c'est un peu choquant ça, mais, donc, désolé, mais vous n'êtes pas si rationnel que vous pensez dans vos décisions. Ça m'avait pris des années d'apprendre ça et d'accepter ça. Maintenant, j'accepte que je suis moins rationnel que je pensais. Les gens, dans les décisions, ne sont pas si rationnels qu'on imagine. Ça, c'est parce que ça coûte énormément en métabolisme de faire marcher. Et on n'a pas les ressources de faire marcher ça pour chaque décision. Donc, on a des raccourcis cognitifs, par exemple. On voit causation dans les coïncidences. On a compris notre monde depuis des millénaires par les histoires, les anecdotes, pas l'évidence. Nous, dans la salle, peut-être des chercheurs, des scientifiques, oui, on comprend l'évidence, mais la plupart des gens, non. Donc, les histoires tiennent mieux. Il y a une très grande influence des normes sociaux sur nous. Si on regarde ce que les autres font, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent que nous, on doit faire. Et ça a un grand impact sur notre comportement. Et on cherche des choses qui consolident, qui sont cohérentes avec nos croyances, nos valeurs, et on ignore le reste. Ça, c'est très fort. We see what we believe rather than believing what we see. C'est un raccourci cognitif très fort. Donc, il y a un grand trou entre ce qu'on connaît et ce qu'on fait. Moi, j'aime ce terme, no-do gap, c'est assez simple. Mais dans ce domaine et dans le domaine de santé publique en général, la solution, c'est toujours, il faut qu'on éduque les gens. Il faut une éducation, il faut information. S'ils ont de l'éducation, ils vont le faire. Non, ça fait une partie de solution, mais ce n'est pas la solution. Il y a des autres choses qu'on doit mettre en place pour que les gens transforment leurs connaissances dans les actions, dans leur comportement. Et ça, c'est là que les sciences sociales, les sciences cognitives nous donnent les insights pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et
le dernier point que je veux faire, c'est un taxonomie qu'on a développé avec une revue de la littérature. Là, on parle d'acceptation, numéro 4, donc pourquoi les gens refusent ou pas. Mais il y a des autres raisons pour lesquelles les gens ne se vaccinent pas. Il y a accès, je ne peux pas accéder au vaccin, ou le vaccin, il ne peut pas m'accéder. Il y a abordabilité, je ne peux pas payer pour le vaccin. C'est trop cher en coût financier, mais c'est trop cher dans les autres coûts. Je dois arrêter le boulot, le travail pour une demi-journée, etc. Il y a awareness, connaissance, il faut que je sais qu'il y a un vaccin pour moi, sinon je vais rien faire. Et le cinquième, je veux mettre devant vous, parce que je pense que dans l'e-santé, ça c'est un espace dans lequel on peut vraiment jouer. C'est activation. On a joué un peu avec les mots qui commencent avec Anna, mais c'est ce qu'il faut faire juste pour que les gens fassent. Donc ils ne sont pas résistants, c'est juste qu'ils ne font pas. Moi, j'ai mal aux dents, et quand même, je prends un petit moment d'y aller voir ma dentiste. Si elle m'envoie un SMS, elle dit « Attends Angus, je ne t'avais pas vu pour un petit moment là, peut-être je suis sensibilisé d'agir, de faire quelque chose. » Donc, qu'est-ce qu'on peut faire juste pour activer les gens, pour leur aider de faire cet acte de vaccination, pour faciliter l'acte de vaccination? Deux choses qui marchent, donc j'ai déjà dit, mais je veux consolider ça. Recommandation d'un professionnel de la santé. Si mon professionnel de la santé dit « prends le vaccin », en fait, s'il même pas pose des questions, si elle dit on va se faire vacciner aujourd'hui, on sait que la plupart des gens ils vont dire « OK ». Et c'est bien, il faut faire confiance dans nos médecins. La deuxième chose, c'est confiance, confiance, confiance. Tout tourne autour de confiance. Et tout ce qu'on fait doit renforcer, consolider la confiance que les gens ont et pas éroder ça. J'ai un case study là. Je suis à combien de minutes? J'ai 3 minutes. Ah, j'ai plus. OK. J'ai un super case study. La fièvre jaune en Brésil et comment les idées reçues ont passé des réseaux sociaux différents, de WhatsApp à YouTube à Facebook. C'est très intéressant, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, parce que, bon, c'est pas grave. Donc, les points clés que je vous laisser pour l'atelier cet après-midi. Le premier, c'est que les idées reçues peuvent finir dans les épidémies. Ils peuvent avoir un impact sur la santé, sur la mortalité des gens. C'est la confiance qui est le plus important, mais dans ce contexte de post-truth, etc., tout ce qu'on fait, l'information, l'éducation ne suffira pas pour changer le comportement des gens ou pour en avoir un impact sur le comportement des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Et la dernière chose, j'ai mis donc le parcours à la vaccination. C'est cette dernière slide des 5 A que j'ai montré. Dans l'atelier et dans nos réflexions, c'est très important de se mettre dans le pot de quelqu'un d'autre. C'est le pot en français, hein, ce n'est pas les chaussures. Les chaussures, c'est anglais. Donc, dans le pot, pour l'anglais, pour l'australien, c'est un peu bizarre de se mettre dans le pot de quelqu'un d'autre. De se mettre dans le pot de quelqu'un d'autre, c'est quoi le parcours vers la vaccination? Je peux vous expliquer ce qu'il faut faire pour vacciner mes enfants contre la grippe en France. C'est compliqué. Donc, réfléchir, c'est quoi l'expérience des gens, des parents, des adultes, des âgés pour se faire vacciner, pour se protéger? C'est quoi les étapes clés? C'est quoi les étapes qui les amènent dans la prochaine étape? C'est quoi les étapes qui bloquent? Et dans cette analyse, j'espère que cet après-midi, avec quelques problématiques qu'on va vous présenter, que vous allez trouver des super solutions qu'on va implémenter dans plusieurs pays du monde où on a vraiment des problématiques des taux de couverture qui ne sont pas suffisamment pour protéger nos populations, surtout nos populations fragiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Angus pour cette très belle présentation et qui donne envie de continuer à réfléchir. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'enchaîner directement avec un atelier où on va tous vous mettre à contribution. C'est fini la sieste là. Oui, bonjour à tous. Valérie Sautré, Olivier Picard d'Altran ID. Comme le disait Valérie, on va essayer de mettre en application tout ce que Angus a mis en exergue, vraiment en travaillant sur l'expérience patient. Parce qu'on voit bien que tous les critères qui ont été évoqués jouent beaucoup sur la notion de confiance et d'expérience. Donc on va avoir 3 interventions qui vont arriver tout de suite. Et puis ensuite, on va vous proposer de travailler en petits sous-groupes pendant 3 quarts d'heure
pour imaginer sur des cas concrets, des personas on a modélisés, comment les solutions de e-santé pourraient répondre à leurs enjeux de vaccination. Donc, merci à tous pour votre participation. On va compter sur votre contribution. Donc, je sais que dans le programme, il y a eu un petit décalage. La session est annoncée à 16h, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui nous rejoignent en cours de route. On leur expliquera le mode de fonctionnement. Pas de souci là-dessus. Donc, on va commencer par une introduction avec 3 grands témoins qui nous font le plaisir de venir partager leur vision de la problématique. Et chaque personne qui part doit s'engager à ramener quelqu'un d'autre pour le remplacer. Sinon, on va vous rattraper. Donc voilà, l'idée c'est que ces 2 premières présentations sur le thème de la vaccination nous ont donné envie de contribuer, d'échanger, ont ouvert des perspectives pour la réflexion. Et par la suite, nos 3 intervenants vont aussi chacun présenter leur manière de voir la question de la vaccination et des enjeux qu'on présente aujourd'hui pour justement permettre d'ouvrir des pistes de réflexion, peut-être de faire penser à des solutions de e-santé auxquelles on n'aurait pas du tout pensé dans notre contexte franco-français et de pouvoir voilà, nous faire peut-être penser différemment pour être beaucoup plus créatifs par la suite. Donc je vais demander à nos trois intervenants de nous rejoindre pour pouvoir prendre place sur la scène. Philippe Delorme. Donc Philippe qui est membre du conseil d'administration de la Société internationale de télémédecine et de e-santé. Ensuite, professeur Cheikh Oumar Bagayoko qui est coordinateur du réseau Afrique francophone pour la télémédecine. Et puis Véronique Touvenot, fondatrice de la Fondation Millennia 2025 et de l'Observatoire pour les femmes et la e-santé. Donc chacun va apporter une vision totalement différente de la problématique qui nous concerne aujourd'hui pour ensuite ouvrir des pistes de réflexion sur la partie atelier participatif. Il apparaît pas là. Je vous le remets. Faut mettre sur ici, voilà. Bien, bonjour à tous. Je vais me prendre rapidement, je serai très bref. On m'a demandé de faire une petite introduction par rapport aux ateliers qui vont suivre. Je m'appelle Philippe Delorme, voilà, je suis directeur d'hôpital honoraire, voilà. Il n'y a pas de sous-métier, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai que je suis dans le domaine des systèmes d'information depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de bourlinguer aussi pas mal, à droite et à gauche. Et puis, j'interviens essentiellement au nom de l'ISFTEH, en fait, c'est la Société internationale de télémédecine, où je viens d'être élu. Donc, pour notre territoire. Voilà, l'ISFTEH, j'ai des prospectus, ça intéresse certains d'entre vous. C'est une société internationale de télémédecine qui regroupe une centaine de pays. Il y a un board de 12 pays, et je fais partie de ces 12 personnes. Et qui est là pour promouvoir, bien entendu, les réseaux de télémédecine, e-santé, voilà, et qui a rendu ONG en même temps, donc observateur d'agents des Nations Unies comme l'OMS, etc. Donc moi, je vais intervenir en tant que quelques petites expériences voilà, dans le domaine de la vaccination, telle que je la vois, ayant vécu moi-même à organiser des vaccinations contre des pandémies, pour certains d'entre vous, les H1N1, H5N1, quand j'étais aux affaires hospitalières, qui n'a pas été une mince affaire, mais était en tout cas lourd d'enseignement. Et je vais être relativement bref, vraiment en 3 diapos. Je vais respecter la règle du jeu, car effectivement, c'est des sujets qu'on pourrait aborder des heures, parce que je crois que... Et je vais éviter aussi les redondances par rapport à essayer de présenter juste précédemment, d'accord? Donc voilà, l'e-santé, le grand espoir de la vaccination, on va le voir en quelques lignes. Alors on y va, hop. Alors, les enjeux historiques, je dirais qu'un mot. On va fêter cette année les 100 ans de la Première Guerre mondiale. On a gagné 35 ans de vie depuis 100 ans. Grâce à quoi, d'après vous? Je passe. Impact santé publique, c'était évoqué aussi tout à l'heure par Angus. Effectivement, et malheureusement, l'actualité nous le rattrape.
puisqu'on a eu quand même, rien que depuis le début de cette année, 2 décès de rougeole, 32 ans et 36 ans, 2 femmes. 28 décès de rougeole en France depuis 2008, de tous âges, personnes âgées, etc., en EHPAD ou autres. Bon. Ça fait réfléchir, donc vraiment un impact scientifique. Un bref bilan global de la couverture vaccinale, c'était évoqué, je vais passer très vite. Bon, on observe une situation très hétérogène d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, hein, ça a été dit. On observe des freins culturels, structurels, techniques, éthiques, ne pas l'oublier. Et puis, nous devons évoluer dans des écosystèmes extrêmement évolutifs. On vit une période de mobilité géographique. On a à vivre aussi des pathologies migratoires qu'on ne voyait pas apparaître il y a quelques années, qu'on voit apparaître maintenant. Je ne vais pas les détailler. Des écosystèmes environnementaux qui évoluent et climatiques. Hein, donc ça, d'ailleurs, il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, comment peut-on prédire les fléaux à venir? Les perspectives. Alors, quelque chose qui, en tout cas, à titre personnel, me préoccupe, je pense nous préoccupe tous, c'est qu'effectivement, devant cette hétérogénéité des couvertures vaccinales d'un pays à l'autre, qu'on soit européen, Amérique du Sud, Afrique, etc., et je ne vais pas parler de l'Afrique proprement dit, je connais aussi, mais il est certain qu'on s'aperçoit qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur la culture de la donnée, j'insiste beaucoup là-dessus. Que ce soit dans la détermination de la donnée à recueillir, le support, la saisie, etc., le circuit, l'exploitation. Et on s'aperçoit que finalement, il y a quelques défaillances. Et d'ailleurs, dans les ateliers tout à l'heure, on en abordera ce sujet. Et donc, je suis partisan de développer une culture de la donnée et à renforcer, y compris avec des systèmes d'information. C'est bien sûr s'appuyer sur des supports adaptés, évolutifs, comme les technologies, donc l'apport d'outils issus des TIC, et en particulier, ce qui va se développer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le CVE, les carnets de vaccination électronique. Je rappelle quand même que la France va développer un carnet de vaccination électronique. C'est très bientôt, c'est la volonté de notre gouvernement. Et puis quand même, quelque chose de très important, c'est qu'il nous faut une gouvernance systémique, le mot systémique est revenu très très souvent, et sans vouloir paraphraser le titre de ces journées, une gouvernance systémique dans tous ces États. Car en fait, on est dans la coordination d'un jeu d'acteurs absolument incroyable. On pourra l'aborder au niveau des ateliers, effectivement, qui nous pose parfois quelques petits problèmes. Suggestion, je vais être redondant. C'est vrai, c'est informer, rassurer, former, communiquer. Est-ce que, par exemple, quand vous allez voir votre médecin généraliste, il vous pose la question, au fait, votre vaccination est à jour ou pas? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Moi, je suis vacciné contre la peste, le choléra depuis tout le voyage que j'ai pu faire, mais je peux vous dire que jamais un médecin généraliste vous demande votre carnet de vaccination est à jour. Vous rentrez chez vous, ah tiens, effectivement, il n'est pas à jour. Alors ça pose le problème aussi de la formation, la sensibilisation également à tous ces sujets. Rassurer, bien sûr, ça a été dit avant, je crois qu'on a intérêt à fourbir un certain nombre d'arguments, aussi étayants que possible, pour rassurer les gens. C'était très bien dit tout à l'heure par Angus. On est en crise de confiance par rapport à une défiance générale. On est défiant de tout. La religion, des fake news, on est défiant On est dans un monde de défiance. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, j'ai cité tout à l'heure la grippe aviaire, mais je peux vous dire que je pourrais écrire un bouquin, la façon dont les médias rapportaient un certain nombre de faits. Je me rappelle d'un journal local, dans la région où j'étais, le premier titre de ce journal local, la guerre est à nos portes. Je sais pas, mais gros titre. Vous imaginez le comportement des personnes âgées en EHPAD qui voient ça au café du matin. Vous imaginez l'impact? La guerre est à nos portes. Pour ceux qui ont vécu la guerre de 39-45, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Former, parce qu'effectivement, là on y reviendra certainement, et communiquer, mais communiquer à bon escient, c'est peut-être je prenais cet exemple-là. Je voudrais citer quand même une recommandation de la Commission européenne, la Communauté européenne, qui fait partie en tout cas de ces recommandations toutes récentes. Si vous suivez bien, d'ailleurs c'est issu de la semaine de la vaccination, vous savez, qui a eu lieu il y a un mois et demi, c'était en avril je crois, c'est intéressant parce que la Commission européenne a sorti toute une série de chantiers à mettre en œuvre, y compris dans nos pays européens, et qui est, et j'aime bien, d'ailleurs c'est la première citation, c'est améliorer l'interaction des systèmes d'information sur la vaccination afin d'accroître les capacités de surveillance et la couverture vaccinale. À méditer. La vaccination est une nécessité éthique qui engage la collectivité. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le professeur Roger Gilles, qui est ex-doyen de la fac de médecine de Bordeaux. Et on pourrait continuer. Merci. Je tiens à votre disposition. Il y a un poster de la Société de télémédecine en bas. Hein.
est affiché. Et là, je mets à la sortie quelques prospects pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Cop, si vous voulez bien nous rejoindre, vous avez préparé une petite intervention. Non, c'est juste en quelques mots. Voilà, on avait envie d'entendre votre façon de présenter la problématique qui va nous occuper aujourd'hui, et puis surtout, si vous avez un petit exemple de quelque chose qui pourrait ouvrir nos façons de penser, n'hésitez pas à partager. Merci. Alors, après les prédécesseurs, c'est difficile de dire quelque chose sur le plan international concernant la vaccination. Moi, je vais avoir une vision plutôt sur le problème des vaccinations en Afrique et vous raconter en fait les barrières, surtout qui peuvent exister en termes de vaccination sur le terrain africain. Donc, je commence par une expérience personnelle qui m'est arrivée, étudiant en 4e année médecine. Donc, dans le programme élargi de vaccination, on arrive dans un village où on s'est fait presque renvoyer comme des malpropres parce que simplement, dans le village, les femmes enceintes qui devraient être vaccinées pensaient que nous venons avec les poisons en fait, des toubibs pour, au lieu d'améliorer, en fait, au lieu de prévenir les maladies, en fait, pour venir faire la planification. Donc, ça montre le degré, en fait, de perception qui est très important, en fait, et ça montre tout l'aspect sociologique, en fait, de cette histoire de vaccination, parce que tout le monde a sa perception. Quand on regarde la littérature, c'est la même chose. Il y a d'autres perceptions en Europe, mais qui ne sont pas les perceptions qui sont les mêmes en Afrique. Et l'autre élément, lorsqu'on veut mettre en place un système de vaccination en Afrique, surtout électronique, si on ne tient pas compte d'un certain nombre d'acteurs, on va faire tout faux. Ça, c'est l'exemple d'un système de vaccination électronique qui avait été mis en place, mais dont je ne citerai pas en fait le nom de l'ONG qui l'avait mis en place. Et le problème, c'était quoi? Le système était focalisé simplement sur les agents de santé. Alors que la vaccination, lorsqu'on quitte les capitales chez nous, les agents de santé communautaires doivent être impliqués. Ceux-ci n'ont pas été forcément à l'école. Les leaders d'opinion, ce qu'on appelle les religieux, les médecins traditionnels et autres, doivent être impliqués. On doit faire en sorte que ces gens savent de quel message on est en train de passer pour pouvoir aider à passer ces messages-là. Et lorsque le problème est arrivé, ce qu'on a proposé, c'est de faire complètement un système basé sur le mobile, mais qui va envoyer, qui va donner des informations en langue locale à ces leaders d'opinion pour qu'ils puissent autoriser les femmes à se laisser vacciner et à laisser vacciner les enfants. Et l'autre chose qui est importante en Afrique aussi, on l'a dit ce matin, que l'Afrique subsaharienne, c'est un terrain assez vierge en termes e-santé, même s'il y a beaucoup d'applications. Et ce retard doit être considéré comme un atout, parce que tous les intervenants ont dit, la santé, ce n'est pas une zone cloisonnée. L'enfant qui va être vacciné va tomber malade demain. Donc, son médecin doit savoir quel est son statut vaccinal. Donc, si on veut faire ça, le système qu'on va mettre en place, nous devons nous assurer que ce système est évolutif, que ce système pourrait communiquer avec les autres systèmes d'information. Et un autre aspect très important, tenir compte du rôle que les éducateurs au niveau des écoles peuvent jouer aussi en termes de vaccination. Donc, ces freins existent partout, les barrières peuvent exister partout, mais nous devons être dans n'importe quel type de solution qu'on va mettre en place dans une vision systémique. Regarder tous les acteurs en place et se dire que le patient, c'est un seul patient et nous devons en fait le suivre où qu'il soit dans un système de santé. C'est pourquoi nous n'arrivons pas dans les sociétés, en tout cas qui ont une certaine maturité comme la France ou les États-Unis, à avoir un système de santé publique qui est capable de retracer le patient où qu'il soit. Donc, dans notre contexte, je pense qu'on a cet atout qui n'a pas eu beaucoup d'investissement encore et que nous devons profiter de ça pour avoir cette vision systémique. Et la dernière chose que je dis, le système qu'on utilise dans ces contextes-là, on ne devait pas avoir besoin de cliquer sur 100 boutons pour faire les choses.
ça doit être des systèmes assez simples d'utilisation pour ne pas faire fuir les utilisateurs. Donc ça, c'est le dernier message que je voulais apporter. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Véronique Touvenot. Bonjour, ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour, je suis Véronique Touvenot. Je suis la cofondatrice de la Fondation Millénia Femmes et Innovation. Et au sein de cette fondation, donc, nous menons de la recherche prospective avec un réseau de 10 500 membres dans 140 pays, dont 3 500 chercheurs, et qui vise à faire avancer la prospective, c'est-à-dire avoir la vision du futur à 2040-2050. Et dans ce cadre-là, on s'inscrit vraiment dans les objectifs du développement durable. On est reconnu par l'ECOSOC et l'UNESCO. On siège aux Nations Unies à Genève et à New York. Et donc, on essaye d'apporter cette perspective d'inclusion des femmes dans le cadre de l'innovation. Au sein de la Fondation, on a créé il y a 4 ans un observatoire des femmes et de la e-santé. Parce que quand même, c'est dans ces domaines-là, de la technologie, où on cumule un petit peu toutes les difficultés de pénétration et d'arrivée des femmes qui permettent de faire aussi évoluer les systèmes. Nous sommes membres de la Société internationale de télémédecine et e-santé, que M. Delorme vient de citer, et je suis à la tête du groupe de travail sur les femmes, et nous publions tous les 2 ans un numéro spécial du journal de la Société de télémédecine et e-santé sur les femmes et la e-santé, avec des femmes comme auteurs, comme premier auteur. Alors pour en revenir à la vaccination, évidemment, on est en plein cœur du sujet. Ça commence quand, la vaccination dans la vie ? Ça commence à la naissance. Ça commence très tôt. Et c'est qui fait vacciner l'enfant très tôt? C'est sa maman. Donc c'est une histoire de femme. On est en plein milieu du sujet des femmes, de la technologie, de la prise de décision et de la confiance. C'est la maman qui, en définitive, décide de faire vacciner son enfant ou pas, au-delà des barrières qui ont été évoquées. Mais c'est là que ça commence. Et c'est parce que cette cible-là n'est absolument pas travaillée, ou très très peu, de façon très limitée. On n'a pas étudié les comportements des mamans qui ont été enceintes et qui viennent d'accoucher. En quoi elles ont confiance? Angus l'a dit. Il n'y a pas d'études là-dessus. Qui elles vont suivre? Eh bien, nous, ce qu'on constate sur le terrain, ça fait 25 ans que je fais de la santé humanitaire dans le cadre de la Commission européenne, des Nations Unies, maintenant de la Fondation et dans les zones de crise. Eh bien, une maman, la première personne en qui elle a confiance, c'est dans la sage-femme qui a suivi sa grossesse, ou la matrone, évidemment. Des matrones traditionnelles, moi je viens d'Amérique latine, je suis née au Chili, hein, donc voilà, c'est ces réseaux-là. Et c'est donc par là, et par ces sources-là, que l'information, que la conversation, c'est pas de l'information, c'est pas de la formation, c'est même pas de la communication, c'est de la conversation. C'est ce qui se dit entre les femmes, au sein des familles, entre la maman, la tante, la cousine, la sage-femme, etc. Et ces réseaux-là, ces cibles-là sont très peu étudiés. Ces modes de communication vis-à-vis de ces cibles-là sont pas connus. Et donc, les messages n'arrivent pas à la bonne destination. Ou les messages qui arrivent, de toute façon, ils ne sont pas cohérents avec ce que vivent ces femmes-là à ce moment-là pour prendre ces décisions-là. Donc voilà, c'est en cela qu'il faut que l'on soit créatif, qu'on manque totalement de recherche spécialisée, qu'elle soit comportementale, neurobiologique, obstétricale, de santé maternelle et de e-santé. On n'a rien, pas grand-chose sur quoi se baser, et c'est sur quoi nous comptons sur vous cet après-midi pour voir si on a de bonnes idées pour mettre tout cela en marche. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on va enchaîner avec cet exercice, ce workshop que l'on vous propose de faire.
basé sur ces différentes interventions qui donnent un regard complémentaire sur la vision de la vaccination. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est vous décrire les quelques règles qui vont régir ce workshop. Ensuite, comment on va fonctionner. Et puis, la matière première qu'on vous propose d'utiliser. On a défini un certain nombre de personas. Donc, vraiment repartir d'utilisateurs inventés, mais qui, je l'espère, feront écho à certaines réalités chez vous. Et puis, vraiment penser quel pourrait être leur parcours de vaccination et le rôle de la e-santé autour de ça. Alors, je vais passer très vite, qui on est, on pourra en discuter après, on est une entité du groupe Altran qui est dédiée au management de l'innovation. Voilà, j'arrête là-dessus. Ensuite, voilà, donc comment on va imaginer ensemble la place de la e-santé dans la vaccination. Les quelques règles qui vont régir ce workshop. La première, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre à la place de retrouver son âme d'enfant et imaginer avec une certaine fraîcheur, justement, ce parcours de vaccination et justement ce que la e-santé pourrait y apporter. Deuxième point, il ne faut pas juger. C'est-à-dire qu'on va imaginer des choses qui vont peut-être vous déranger par rapport à votre quotidien. Le propos n'est pas d'avoir un avis définitif, c'est au contraire de chercher à rebondir au maximum sur les idées qui vont être émises par chacun d'entre nous. Un point qui est essentiel, on veut être créatif, on veut générer de la valeur. Donc le point essentiel, c'est d'être positif autour de cette réflexion. C'est également de chercher à rebondir. Vous allez entendre plein de choses qui vont vous rappeler un certain nombre de points. Donc n'hésitez pas à rebondir sur les idées que vous allez entendre. Et puis, un élément qui est essentiel, ça va être de formuler, de capter tout ce que vous allez émettre. Donc ce qu'on vous propose, c'est, on a disposé autour des tables, là-bas, ça va être de s'installer autour des tables, d'utiliser les post-it et d'essayer de capter au maximum tout ce que vous allez émettre. Parce qu'on a énormément de points de vue et de valeurs dans la salle. Donc ce qu'il faut, c'est être capable de la capter. Donc n'hésitez pas à noter tout ce qui va être exprimé sur des post-it et de fonctionner avec des titres. Nous, on passera entre chaque groupe pour vous aider. Et puis le dernier point, un truc qui peut être un peu péremptoire, mais on va vous demander d'écouter votre inconscient. C'est-à-dire que vous allez entendre des choses qui vont faire écho à votre histoire, à des retours d'expérience, à des choses que vous avez analysées. On a eu 3 témoignages très riches. J'ose espérer que ça puisse faire rebondir un certain nombre d'idées par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller chercher et à vous écouter sur ce que toutes ces idées vont pouvoir vous faire penser. Donc ça, c'est les quelques règles. Comment on va fonctionner? Donc le propos, c'est de fonctionner avec une démarche de créativité qui s'appelle le World Café. Alors comment on va faire? On va se diviser en sous-groupes. Donc on a installé autour des tables de quoi travailler ensemble. On va faire 5 à 6 sous-groupes de 5 à 6 personnes. Et l'objectif, ça va être de se nourrir entre chaque sous-groupe. Donc on fera tourner les sous-groupes pour que chacun, justement, ait une vision de ce que les autres auront produit, avec des points de vue qui vont être différents, et surtout des personas. Donc on va partir d'histoires vraies qui seront différentes. Ensuite, on ne cherche pas à résoudre un problème, parce qu'on n'a pas du tout cette prétention. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le débat, ouvrir la réflexion et justement susciter des échanges. Et on l'espère, créer des opportunités. Angus en a parlé tout à l'heure. Si on trouve des solutions aussi derrière, ça évoque plein de choses, ben, tant mieux. Mais là, on est vraiment dans l'ouverture de la discussion. Ensuite, le propos sera de formaliser tout ça. Donc on a un temps assez court. Ce qu'on veut, c'est capter tout ce que vous allez formuler. Donc on a mis des paperboards sur chaque table. Ce qu'on vous demandera, et on vous aidera à le faire, ça va être de capter au maximum cette information, tout cet échange, et d'essayer de le formaliser pour que derrière, ça puisse avoir de la valeur et qu'on puisse le restituer et le partager ensemble. On va vous demander de désigner un rapporteur et de commencer par ça, parce que c'est souvent le point qui est difficile dans ce genre d'exercice. Donc avant de commencer, vous désignerez un rapporteur parmi le groupe. C'est celui qui va faire le lien entre les différents groupes qui vont tourner. Voilà. Et dernière règle, hop,
Voilà. Et ensuite, le rapporteur aura pour travail de formaliser une synthèse et de capter également ce qu'on appelle les idées intrigantes. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les regards nouveaux. Et l'intrigue est un mot qui est porteur de sens. C'est qu'est-ce qui vous semble surprenant, nouveau, avec un regard, avec une forme de fraîcheur par rapport à la problématique qu'on est en train de traiter. Donc n'hésitez pas à capter ces idées intrigantes. Donc on va maintenant passer à la présentation des différents personas. C'est pour arriver à se projeter, c'est de vous confier à chaque sous-groupe un persona. C'est donc un personnage plus ou moins réel, plus ou moins fictif, qui va avoir certaines caractéristiques et dans la peau duquel, comme disait Angus tout à l'heure, on vous propose de vous projeter pour imaginer quel est son parcours par rapport à la vaccination. Donc je vais juste vous les introduire rapidement et sur chacune des tables, on vous a installé une feuille qui décrit donc le persona que ce groupe va commencer par investiguer. Donc vous aurez Léa, qui est une collégienne de 13 ans hyper connectée et qui est à l'âge où on se pose la question de se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Donc vous avez quelques explications sur comment elle réagit et on va vous demander, donc dans une première séquence, de nous décrire comment elle fonctionne par rapport à cette question de tiens, on me pose la question, je vais devoir décider si je me fais vacciner ou pas. J'en parle avec qui? Avec mes parents, avec mes amis, le médecin. Je me tourne vers quoi comme source d'information? Je suis influencée par quoi? Qu'est-ce qui a prise sur moi comme type d'information, comme moyen de communication? Et pour chaque persona, on a spécifié son affinité au numérique. Et le lien au digital est essentiel dans notre réflexion à la e-santé. Chacun utilisera, vous l'avez cité tout à l'heure, un lien aux réseaux sociaux ou aux médias traditionnels qui sera différent en fonction de cette affinité. Et donc pour chaque persona, à chaque fois on va vous demander, on va faire 3 séquences. La première, ça sera quel est son parcours, comment il fonctionne par rapport à cette question de la vaccination. La deuxième, ça va être d'identifier les points clés qu'on appelle les pains, les points clés qui posent problème et sur lesquels on peut exercer un levier pour améliorer les choses. Et en quoi la e-santé, justement, va pouvoir adresser ces différents leviers. Et la troisième séquence, ça sera de rentrer plus dans le détail, de définir une sorte de cahier des charges light de la solution que vous pourriez proposer. Donc, la première personne, c'était une collégienne. Ensuite, deuxième âge clé dans le parcours vaccinal, les jeunes parents. La maman, donc pour faire écho à ce que disait Véronique, la problématique des jeunes parents qui font vacciner leurs enfants, qui jusque-là le font sans trop réfléchir parce que on suit les préconisations et puis petit à petit, à force qu'il y ait des discussions, tout, tiens, je me pose des questions, effectivement, on parle de vaccins obligatoires, recommandés, le pédiatre l'autre jour il m'a même dit est-ce que vous voulez faire vacciner votre enfant sur le BCG? Ok, j'en sais moi, est-ce que c'est à moi de décider? Bon voilà, c'est toutes ces questions-là. Après on a Madeleine. Madeleine, elle a 84 ans, elle est retraitée, elle vit à domicile. Elle commence à être en situation de dépendance et Madeleine, son problème, c'est la vaccination contre la grippe. Parce que chaque année, elle reçoit son bon pour la vaccination et puis chaque année, elle est réticente parce que oui, à chaque fois que je me fais vacciner, je suis malade pendant 5 jours. Donc si c'est pour me traîner mes restes de bronchite après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc voilà, comment on fonctionne avec elle. On a René, qui lui est aussi retraité avec une maladie d'Alzheimer et qui est en institution, en EHPAD. Donc là, on a une autre problématique aussi sur finalement comment se fait le suivi vaccinal en EHPAD. Il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Et puis Annick, 50 ans, qui est diabétique. Donc Annick, elle a une affinité au numérique assez importante parce qu'elle utilise un outil connecté pour suivre son diabète. Et là, elle a reçu son bon de vaccination pour la grippe. Et ça lui a fait penser aussi que peut-être qu'elle n'était pas à jour sur ses vaccins. Pour tenir le timing, on va accélérer un tout petit peu. Et ensuite, on avait prévu d'autres personas, mais qu'on ne va pas utiliser. Voilà. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller rejoindre chacun un groupe
Donc autour des tables il y a qui sont à autour côté. de chaque table de se regrouper par groupe de 5 à 6 personnes. Et puis on va vous aider dans la réflexion. On va travailler par slot de 15 à 20 minutes. Donc vous avez 5 tables qui sont réparties dans la salle. Voilà. Et on peut agencer Donc, également ici. répartissez-vous par 5 ou 6 autour de chaque table. Non, non. Ouais. Et n'en profitez pas pour vous échapper.